Alors, bonjour Abraham, si je peux t'appeler comme ça. On peut Oui, se bien sûr, tutoyer, je bonjour. suppose. Ouais, ouais, on peut Merci sans souci. merci de répondre à l'invitation pour Bruckner Magazine. Avec plaisir. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter déjà sur qui tu es au niveau de ton parcours et Ouais. comment tu en es arrivé ici, être l'artiste que tu es aujourd'hui? Euh, je dirais que c'est beaucoup de recherche et de collaboration sur des domaines et je sais pas comment dire, des familles différentes, avec des familles différentes. Donc je m'appelle Abraham, c'est mon prénom. Aujourd'hui, je suis revenu à mon prénom d'ailleurs en tant qu'artiste. Je l'utilise en tant qu'artiste. Mais j'ai utilisé très longtemps le nom de scène Tismé, que Mhm. j'utilise toujours, qui est mon nom de beatmaker principalement. Ah, Voilà, voilà. J'ai collaboré beaucoup avec des danseurs. J'ai fait pas mal de bandes son pour des spectacles de danse hip-hop et parfois avec aussi un mélange un peu contemporain. J'ai travaillé par exemple avec Wanted Posse, avec je sais pas, la compagnie Kilai, la compagnie Burnout, la compagnie Black Sheep, enfin voilà. Et j'ai fait beaucoup de sons pour la danse dans le sens où j'ai pas mal de sons qui ont été utilisés dans des battles, des choses comme ça. C'était pas ma volonté forcément, mais en tout cas, par la force des choses, c'est ce qui s'est passé. Et donc, je me suis rendu compte de la force de la musique et combinée à celle de la danse, où tout d'un coup, bah, tu fais des sons et puis, tu as des danseurs français, donc il y a beaucoup de danseurs français qui sont connus mondialement. Il y a beaucoup de danseurs belges aussi, d'ailleurs, de Cage et tout ça. Et en fait, ils voyagent, ils vont à l'étranger, et puis les sons voyagent. Donc, du coup, tu te rends compte que c'est vraiment un vecteur incroyable pour ça. Et donc, ça m'a amené à aller mixer dans des événements, parfois dans d'autres pays, rien à voir, ou alors travailler sur une bande-son pour des Norvégiens, par exemple. Chose que j'ai adoré. Moi, j'ai trouvé que c'était des superbes expériences. Et puis, j'ai composé un peu pour différents artistes, mhm. un peu en underground, c'est-à-dire des gens pas connus, mais c'est très très formateur, très intéressant. J'ai Ouais. organisé des soirées aussi, toujours avec ce côté underground, dans des petites caves parfois, juste avec voilà, quelques MC, des beatmakers, des chanteurs, des chanteuses, etc. J'ai fait ça à Paris pas mal. Et puis, plus récemment, j'étais le batteur. Enfin, sur scène, j'étais le batteur et en studio, bah, voilà, on travaillait tous les trois dans Uno, un groupe qui est parti de Dunkerque vraiment. Et ça, c'est la dernière expérience vraiment poussée que j'ai eue avec un groupe, avec un label, etc. Le truc très poussé. Et puis, Ouais. bah, voilà, j'essaye de condenser, mais récemment, en tout cas, le truc, c'est que j'ai décidé de revenir comment dire, à l'essentiel, de me recentrer en utilisant mon prénom pour un projet, donc voilà, qui est un cycle et dont le premier EP est Tête dans les nuages. Voilà. Ouais, c'est très pertinent parce que notamment quand je t'ai découvert, c'était via le projet Sun, où Ouais, j'étais très fasciné déjà de l'artiste et c'était justement merci. sous le nom de Ismé. Alors Ouais. quand ton nouveau projet est sorti, j'ai vu la reconversion et je me suis dit, oh, et je me suis posé la question justement, est-ce que c'était pour une raison particulière ou pourquoi? Ouais, pour moi, bah, je suis né avec ce prénom, quoi, avec Abraham, et j'avais envie, en fait, de faire un projet, de travailler sur quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup Mhm. plus singulier par la force des choses. C'est-à-dire que j'ai pas forcé le trait dans ce sens-là, c'est juste que je me suis dit, je fais instinctivement ce dont j'ai envie. Et je pense Mhm. que si je suis sincère là-dedans et que je travaille comme un fou, parce que j'aime travailler, Ouais. je pense que ça trouvera son public, parce que c'est les trucs qu'on nous dit un peu tout le temps. Quel est ton public? Est-ce que ta musique est tendance ou pas? Est-ce qu'elle a lieu d'exister ou pas? Pour moi, toute musique singulière et sincère a lieu d'exister. Et je pense que même si c'est plus long parfois, elle finit par exister. Voilà. Ok. Bah, actuellement, donc, tu célèbres donc la sortie de ton nouveau projet qui s'appelle Tête dans les nuages. Tout à fait. Projet qu'on a pris le temps d'écouter et de savourer, que j'ai fortement apprécié. Franchement, c'est très original et c'est un peu différent de ce qu'on a pratiquement l'habitude d'entendre Ouais, merci, ça fait plaisir. dans l'industrie. Mm. Je voulais avoir de ta part, si tu pouvais nous dire quelques éléments de précision, notamment sur le choix du titre, aussi sur des précisions du choix de la cover, pourquoi cette image, etc. Ok. Alors, le choix du titre,
je tenais à ce qu'il y ait à chaque fois un titre éponyme, donc à réutiliser un des titres de l'EP pour, pour le nommer. Tête dans les nuages, pour moi, ça symbolise le rêve, ça symbolise la liberté, et ça symbolise aussi peut-être l'enfance, c'est-à-dire le côté justement très libre et rêveur qu'on a parfois quand on est enfant et qu'on n'est pas conscient qu'on n'est pas, comment dire, ancré dans une société ou dans des jeux qui nous dépassent. Enfin voilà. Donc et puis pour moi, c'était peut-être le titre qui avait le symbole le plus fort dans l'EP, tout simplement. Même si c'est un EP qui parle peut-être principalement de solitude, donc peut-être que seul aurait été un titre possible, mais comme c'est un cycle et qu'il y a d'autres projets qui sont liés à ce cycle, encore une fois, Tête dans les nuages, c'est la première étape. Ça raconte une histoire sur tout le long que je ne veux pas dévoiler pour l'instant, mais voilà. Et après, par rapport à la pochette, j'ai la chance, donc je vis à Dunkerque, et j'ai la chance de d'être à 5 minutes de la plage. Et en fait, sur la plage, il y a des bunkers, il y a des vestiges de choses passées, enfin voilà, de la guerre, voilà. Et je trouvais ça intéressant, même si c'est peut-être après que j'ai trouvé ce sens-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce sens de me dire que c'est intéressant de refaire vivre des symboles de la guerre ou d'héritage un peu, comment dire, un peu sensible, quoi, du passé, autrement, par rapport à quelque chose qui symbolise plus le rêve. Moi, clairement, je suis monté sur ce bunker parce que alors là, la photo est sur moi, mais il se trouve que ce que je regarde moi, c'est le large et c'est toutes les possibilités qu'il y a, quoi. L'étendue de possibilités, à l'image du clip de Tête dans les nuages, où il y a un côté où quand il n'y a rien, quand on est seul et qu'on est face au large comme ça, pour moi, tout est possible en fait. Il y a un truc de liberté qui est très intéressant. Voilà. Et je ne veux pas forcément spoiler tout ce qu'on peut retrouver dans le P, je laisse le public aller à sa découverte, mais je voulais quand même assez revenir sur le titre seul, parce que tu abordes vraiment la question de la solitude et j'ai trouvé le texte hyper magnifique dans le sens de c'est vraiment un lyricisme, mais c'était vraiment impressionnant juste à l'écoute. Alors je voulais justement savoir qu'est-ce qui signifiait pour toi ce titre et qu'est-ce qui symbolisait pratiquement. Franchement, il symbolise, je pense, un des socles dans ma vie, enfin une des fondations les plus importantes dans ma vie, c'est-à-dire la solitude, qui est pour moi une zone de liberté totale. Pour moi, la solitude, une fois qu'on dépasse le côté peut-être gênant qu'il peut y avoir, ou inhabituel, ou les peurs qu'on peut avoir parce qu'on est face à nous-mêmes et face à nos démons, face à notre passé, etc. Si on dépasse tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'aller chercher dans notre liberté, qui nous permet de nous recentrer, qui nous permet de réfléchir sur ce dont on a vraiment envie profondément, au-delà de toutes les courses dans lesquelles on est impliqué. Et donc pour moi, en fait, depuis petit, la solitude, c'est quelque chose de très très précieux. J'ai vécu des choses petit en grandissant qui ont fait que je me suis peut-être réfugié dans un monde que j'ai cherché à créer, mais qui est devenu un monde aussi très lié à l'imaginaire, très lié encore une fois à une forme de liberté. Et pour moi, c'est très très précieux. Je pense pour ma santé mentale et ma santé même physique, le fait d'avoir la solitude comme allié presque, et ben c'est quelque chose qui me quotidiennement et dans toute situation qui me sert énormément. Voilà. Il y a un côté pratiquement presque effrayant à la solitude. On sait que notamment beaucoup de gens ont peur de se retrouver face à eux-mêmes pour justement avoir cette construction personnelle. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces jeunes qui se cherchent et sont vraiment dans cette question identitaire et qui ont justement peur de faire face à eux-mêmes et de traiter la question de la solitude? C'est une bonne question parce que je trouve que c'est toujours délicat. Ça me fait penser à nos parents qui, parfois, aussi bienveillants soient-ils, insistent sur des valeurs. Bon, alors elles finissent par rentrer, je pense, mais souvent, le meilleur déclic, c'est quand ça vient de la personne, en fait, je pense. Donc, qu'est-ce que je dirais à ces jeunes? Je dirais juste que
c'est délicat, mais je dirais que il y a un monde insoupçonné quoi là-dedans, et je pense qu'il suffit de repenser peut-être à quand on était enfant, à la liberté qu'on avait, à l'imagination qu'on avait pour se dire que, en fait, moi je trouve qu'il faut se méfier de la peur de façon générale. C'est-à-dire que la peur, bien sûr que c'est un mécanisme qui nous sert dans plein de situations, et heureusement qu'on l'a parfois, parce que sinon on courrait au devant de choses bien malheureuses. Mais juste, je trouve que la peur aussi, c'est un bon truc pour nous dissuader d'aller là où il y a des richesses insoupçonnées, quoi, vraiment. Et du coup, qu'est-ce que je dirais aux jeunes? Je dirais, bah, faites l'expérience, en fait, juste de poser votre téléphone sans vouloir là, jouer vieux jeu, machin et tout. Moi, je suis né avec les ordi, donc ça va, je suis pas non plus. Pour moi, c'est une question qui est au-delà de ça. C'est juste aujourd'hui, on est beaucoup quand même sur nos téléphones, beaucoup sur des écrans, ce qui, pour moi, empêche en partie ces moments de solitude qui peuvent être précieux, vraiment, où on se demande quoi faire, où on se demande. Ou même on s'ennuie parfois, je sais plus qui j'entendais dire ça, mais l'ennui c'est important quoi. C'est important à des moments de s'ennuyer, parfois c'est quand on s'ennuie ou alors quand on fait rien, qu'on trouve nos vraies inspirations personnelles, pas celles qui viennent d'ailleurs de choses qu'on nous a dites ou quoi, mais qui viennent vraiment du profond du profond de nous-mêmes. Et je dirais juste à ces jeunes, je leur dirais juste faites l'expérience, comme ça, même comme un jeu. Juste posez le téléphone et puis juste pendant un temps, dites-vous qui je suis en fait, moi vraiment, de quoi j'ai vraiment envie. Voilà. Juste ça, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est délicat comme question. C'est vraiment plein d'éléments qu'on retrouve dans ton morceau qui s'appelle Madame la peur. Je pense que tu abordes toutes ces questions-là, au fait, donc je laisse le public l'entendre en extrait. Madame la peur en épargne peu. Fricote avec monsieur le doute pour que le piquant de ses joutes puisse pénétrer mieux. La flemme est sa cousine et nul besoin de préciser qu'elles sont parfois de mèche quand ça s'agit en cuisine. Cerveau trituré au menu et petite mine figée, ce qui favorise assez peu immense édifice érigé. Cette époque, le fruit de ce qu'elle a exigé, et ça mettra du temps à changer, on a bien pigé. Terreur, sa sœur ces temps-ci c'est... Et pour aussi continuer, j'aimerais savoir quelles ont été les influences majeures dans la conception de ce projet, ou notamment quel a été ton processus créatif dans la conception de cette EP, qui est d'ailleurs ton premier EP. Ouais, alors, mon processus créatif, ça a été vraiment, c'est très simple, c'est tout seul dans ma chambre. Tout seul à faire les prises de voix moi-même, c'est-à-dire que le fait d'être le seul à travailler dessus, justement encore la solitude, ça m'a permis d'aller rechercher dans plein de sens différents, de plein de directions différentes, jusqu'à voir ce qui me parlait vraiment, parfois en faisant vraiment beaucoup de versions. Ensuite, il y a une chose qui est importante, c'est que la plupart des morceaux ne sont pas récents du tout, datent d'il y a longtemps, et que j'ai cherché à comment les refaire vivre. J'ai beaucoup de morceaux qui dorment, que j'utilise pas, et je me suis dit, tiens, il y a quand même ceux-là qui ressortent et qui me semblent toujours d'actualité, qui me semblent avoir un truc dont je suis toujours fier et que j'ai envie de partager. Donc j'ai sélectionné ces morceaux, et c'est aussi comme ça que j'ai composé l'EP et que j'ai trouvé le sens global, que j'ai trouvé comment créer ce cycle dont je parlais tout à l'heure. Voilà, mes sources d'inspiration, alors les plus fortes sources d'inspiration, c'est en tout cas dans le hip-hop, ça va être Kendrick Lamar. Vraiment, parce que je trouve qu'il y a parler du fait que Kendrick Lamar est fort, je crois que ça sert à rien. Tout le monde sait qu'il est fort. Mais je veux dire, ce dont on parle pas parfois, c'est de tout ce travail. Ça se sent que c'est très travaillé. Qu'il y a il y a une méticulosité qui est apportée à chaque projet, à la façon dont c'est réfléchi. Moi, que j'adore, c'est ça qui me parle dans les projets souvent. To Pimp a Butterfly, par exemple, ça m'avait frappé quand je l'avais écouté, parce que ce poème où il y a un bout, ce poème, on peut l'appeler comme on veut, je sais pas moi, ce slam, on peut appeler ça du spoken word aussi, ou je sais pas, mais quand il parle de Lucy, de Lucifer et tout ça, et de ses démons, et des moments où il est tout seul à l'hôtel, etc.,
Et donc ce poème qui se constitue au fur et à mesure de l'album. Moi j'adore les trucs comme ça, j'adore en fait, même dans un film ou dans une série ou quoi, j'adore quand on laisse rien au hasard quelque part. Bien sûr, il y a un lâcher-prise qui est intéressant à des moments, mais je trouve que c'est intéressant quand il y a un fil conducteur et qu'on joue avec les éléments pour raconter quelque chose vraiment. Donc j'aime les œuvres qui sont profondes, quoi. Et du coup, voilà, Kendrick, c'est vraiment une inspiration majeure, mais après, il y en a plein d'autres. J'ai grandi vraiment en écoutant beaucoup Michael Jackson, en écoutant beaucoup, même inconsciemment, comment était composée sa musique. J'ai très vite eu ce truc dans tout ce que j'écoutais. Par exemple, J.D. aussi, j'ai énormément écouté ses instrus en me demandant comment ça se faisait que quelque chose qui semblait aussi pur et simple pouvait être aussi, je sais pas moi, universel, quoi, puissant. Et voilà, moi c'est des choses qui me touchent. Ouais, je dirais Kendrick Lamar, J.D. Et dans les artistes français, j'ai beaucoup écouté IAM étant petit, j'ai beaucoup écouté Oxmo, Puccino, j'ai écouté NTM pendant un moment aussi, j'ai écouté DC's à une période, enfin bref, voilà, il y a eu plein d'artistes et de gens qui m'ont inspiré, ouais. Alors j'ai quand même fouillé un peu pour voir de qui il s'agissait et il y a plein de titres qu'on peut te coller, notamment celui de danseur, chanteur, slammer, DJ et j'en passe. C'est vraiment une polyvalence à part entière et je voulais savoir pour toi pourquoi c'était important de ne pas rester bloqué dans une case particulièrement et d'essayer un peu de toucher un peu à tout. Je pense que depuis que je suis petit, j'aime pas les cases. J'aime pas ça parce que j'ai l'impression que, de toute façon, par la force des choses, ça nous enferme quelque part, quoi. Donc, Ouais. alors après, avoir des contraintes, parfois, c'est très intéressant pour la projection, les projections qu'on peut trouver et comment être créatif pour dépasser ces contraintes. Autant en France, par exemple, j'ai l'impression que ça fait bizarre aux gens quand quelqu'un fait beaucoup de choses. On a tendance à prendre ça un peu genre. Moi, souvent, on m'a dit oui, tu te disperses, tu devrais faire un truc et tout, comme si ça inquiétait les gens. Et souvent, dans une conversation, les gens qui te disent ça, c'est l'écho d'eux-mêmes en fait qui s'exprime. C'est pas un vrai conseil pour toi, à moins que ce soit des gens vraiment bienveillants, auquel cas ils te diraient pas ça, je pense. Donc, je trouve ça intéressant parce que je ne sais pas pourquoi on se dit qu'il faudrait faire un truc et le faire très bien. Moi, par expérience, je me suis rendu compte, même si je suis encore jeune et que j'ai plein de choses à découvrir, mais je me suis rendu compte que quand je faisais plein de choses, en fait, ça me stimulait en fait pour ces différentes choses. Et voilà, tu vois, et que ça me donnait un truc me donne du recul sur un autre et me permet d'être créatif pour un autre. Et je suis pas du tout d'accord avec le fait que il faut se concentrer sur un truc. Ok. Le fait de faire plein de choses, ça demande beaucoup de travail, ça c'est sûr. Mais quand on aime, en fait, on travaille plus facilement. Donc pourquoi se brider à faire seulement un truc alors que je connais plein de gens qui je sais pas, travaillent en bureau, et même si c'est un peu un cliché, mais travaillent en bureau et ont des envies de faire un instrument ou quoi. Et moi, j'ai presque envie de leur dire, mais fais en fait, et tu verras ensuite, tu vois, plutôt que de te projeter. C'est une peur de se dire, oui, est-ce que j'aurai assez de temps, est-ce que truc. Et je juge pas parce que chacun a sa vie, a ses données, ce qui fait qu'il est comme ça aussi. Et puis il y a aussi l'argent, il y a la famille, il y a plein de choses qui rentrent en compte qui sont compliquées à gérer. Mais moi, j'aime bien, tu peux voir le verre à moitié plein, quoi. Et me dire, je vais le faire. Et puis je trouverai comment m'organiser pour que ça marche. Alors, je me suis parfois cassé les dents, évidemment, à mettre trop de choses et puis à rentrer chez moi et à être dans une forme de dépression parce que je comprenais pas pourquoi tout d'un coup j'étais super triste d'arrêter de faire quelque chose. Mais je pense que ça vaut le coup de passer par là et d'apprendre qu'en fait c'est pas grave et qu'on trouve comment équilibrer les choses ensuite, quoi. Voilà. Quelque part, c'est même bien d'apprendre et même souvent même se tromper parce que c'est justement de là qu'on apprend. C'est clair. Ouais. Alors, pour surfer un peu dans la vague de l'actualité, on sait que actuellement le monde va pas très bien parce que on est notamment pris par la crise sanitaire qui a pratiquement touché tous les continents, qui nous réduit à rester enfermés pendant un bon bout de temps. Et puis en même temps, dans ce confinement, on apprend le meurtre de George Floyd aux États-Unis qui a ému toute la planète.
Je voulais savoir, toi particulièrement, comment tu l'avais vécu, cette crise sanitaire, quelles ont été, quelle a été ta routine et comment as-tu vécu le dernier drame américain? Alors, par rapport à la crise sanitaire, par rapport à ce confinement, entre guillemets, à cette période très particulière et inédite qu'on a eu à vivre, euh, c'est la créativité qui a pris le pas pour moi, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que très vite, c'est devenu un terrain de jeu, et en plus un terrain de jeu où tout d'un coup, le temps est plus le même et où on a énormément de temps pour se pencher sur les choses. Enfin, en tout cas, personnellement, j'avais la chance d'avoir ce temps. Donc j'ai travaillé en fait comme un fou, j'ai créé, j'ai fait du son, je me suis repenché sur des choses que j'avais déjà faites avant. Et puis justement, c'est dans ce contexte que je me suis dit, enfin, et avec les collaborateurs que j'ai la chance d'avoir, Valérie, Olivier, on s'est dit, c'est le moment en fait pour, euh, pour faire exister ce projet. Et puis moi, je repoussais tout le temps parce que justement, j'aime me disperser, c'est peut-être le côté négatif. C'est-à-dire que je repoussais tout le temps ce projet personnel, mais qui me tient à cœur énormément. Et là, c'était le moment parfait, puisque tout était au ralenti, pour ancrer ça et le faire vraiment. Donc finalement, moi, j'ai eu la chance d'avoir un confinement, une période vraiment faste et vraiment géniale. Limite, je suis un peu nostalgique, tu vois, de certains moments qu'on a eu. Alors je sais que c'est personnel et ça n'engage que moi, et je sais que ça a été très difficile pour certains, mais en même temps, j'ai ce tel rapport à la solitude et à la créativité que pour moi, ça pouvait être que bénéfique quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, voilà. Ensuite, par rapport à George Floyd et par rapport à tous les débats et à cette période particulière dans laquelle on est, c'est très très délicat comme sujet parce que souvent, c'est nos vécus qui vont réagir par rapport à tout ça. C'est un truc vraiment, vraiment très sensible. Moi, en tant que métis, j'ai du mal déjà à concevoir la peau noire et la peau blanche. C'est-à-dire que pour moi, on est des petits êtres humains fragiles, avant tout. Et en fait, il y a l'ignorance. Et l'ignorance est, à mon avis, le truc qu'il faut absolument combattre pour empêcher que le racisme s'ancre dans la tête des ignorants. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et j'ai pas envie de prendre parti ou quoi. Évidemment que la peau noire est importante. Évidemment que la vie des Noirs est légitime, mais même plus que c'est tellement évident pour moi que je peux même pas écrire ça en fait. Ça me semble aberrant en fait de l'écrire, et je me méfie beaucoup des réseaux sociaux où c'est la parole donnée à tout le monde. Ça c'est bien, mais du coup tout le monde y va de sa vérité, et parfois pas du tout à tête reposée. Parfois c'est des coups de gueule et c'est des choses qui pour moi mériteraient pas d'être mises en avant comme elles le sont. Et le problème, c'est que récemment, notre façon de fonctionner, on voit ça même parfois avec le journalisme. Parfois tu vas avoir un article où c'est le titre en fait qui est le contenu de l'article, quoi. Et tu regardes l'article, en fait il n'y a rien. Et le problème, c'est que les gens, souvent, j'ai l'impression, sans vouloir juger, mais j'ai l'impression que souvent on s'arrête à une impression de quelque chose, ou alors s'il y a un peu d'émotion quelque part, on va choper ça et on va se dire, ah, ça veut dire que c'est la vérité. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, et qu'il faut se méfier de ce pourquoi on se bat en fait. Moi si je me bats pour des gens, c'est pour les êtres humains, et ça m'est bien égal leur couleur de peau. Et encore une fois, je dis juste que je trouve que l'ignorance, il faut la combattre. Vraiment, vraiment, c'est important, c'est précieux, et qu'il y a énormément de choses à faire encore par rapport à l'éducation. Là, je parle par rapport à ce dont je connais, en tout cas, je parle de ce dont je connais. En France, pour moi, il y a énormément de choses à faire par rapport à l'éducation. Il y a un héritage très, très lourd des colonies, de plein de choses de ce pays. Je pense aux tirailleurs sénégalais, je pense à plein de choses. Il y a énormément de choses qui ne sont pas réglées et qui sont pour moi en suspens, tout comme aux États-Unis, c'est encore pire que ça. Je ne sais plus où j'avais lu ça, ou de toute façon,
il s'est passé ce qui s'est passé avec les Indiens déjà à la base aux États-Unis. Et puis, je veux dire, pour avoir été aux États-Unis, c'est fascinant les États-Unis à quel point il y a cette diversité, mais à quel point en même temps ils se mélangent pas. Et il y a un côté très 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 communautariste. Et moi j'ai beaucoup de mal avec le communautarisme, avec les communautés. Et je pense qu'étant métisse, je pense que c'est légitime. Et ma mère qui est blanche est née au Sénégal. C'est-à-dire que voilà, comment est-ce qu'on fait aussi avec les gens qui se sentent noirs mais qui sont blancs? Comment est-ce qu'on fait? C'est pas écrit sur leur visage. Et je veux dire, le truc c'est que c'est pour ça que pour moi résumer tout à une couleur, c'est pas la bonne solution. Je pense juste qu'il faut tous s'unir contre le racisme évidemment, mais avant tout contre l'ignorance, parce que c'est ça qui permet le racisme. C'est quand les gens ne connaissent pas, ils ont peur, on revient à la peur, et quand ils ont peur, ils disent n'importe quoi, et ils font n'importe quoi, jusqu'à des choses très violentes, comme ce qu'on a pu voir là, qui pour moi c'est une aberration de voir ça. J'ai pas de mots, tu vois, j'ai aucun mot, mais je préfère ne pas en avoir et rester dans mon coin à réfléchir, plutôt que d'aller dire des trucs sur les réseaux sociaux. Non, je préfère avoir des vraies conversations avec les gens que j'aime, où je sais qu'ils vont comprendre aussi ce que je dis, parce que tout est dans l'interprétation aussi par rapport à ça, beaucoup. Donc voilà, c'est une longue réponse, mais je peux pas répondre de façon courte à un tel sujet, et on pourrait en parler des heures. Voilà. Tout à fait, même des semaines. Alors, c'est clair. est-ce que tu peux nous donner un indice sur les projets notamment qui sont à venir suite à la sortie de ton EP? Qu'est-ce que tu envisages par la suite? Oui, alors... Comment? Dans la mesure du possible, bien entendu. Oui. Alors, justement, c'est bien que tu m'aies dit ça, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, je réfléchis à ce que je peux dire. Je peux d'ores et déjà dire, je pense que je travaille sur un deuxième EP, qui est donc fortement connecté à ce premier qui est sorti. Je vais pas dire le nom encore, mais en tout cas, on est en train de travailler là-dessus. Je travaille aussi sur les prochains clips. Et puis, dans les collaborations, ce qui me vient, c'est... je continue à travailler avec la compagnie Art Track, encore et toujours. C'est une compagnie avec laquelle je bosse sur plusieurs événements. C'est une compagnie lilloise. On travaille par exemple sur le Hip Hop Games avec cette compagnie. C'est un événement en fait de danse qui est une sorte de battle d'improvisation hip-hop. Je suis le DJ donc pour cet événement et j'adore. Il y a une édition d'ailleurs à chaque fois en Belgique. À chaque fois on fait une sélection en Belgique, à Bruxelles. Donc je travaille toujours avec Art Track. Je travaille aussi avec Philémon sur un projet qui s'appelle... alors Philémon, c'est un MC français que j'aime beaucoup, qui est justement le MC du Hip Hop Games aussi. On travaille sur un projet qui s'appelle Caramel et Chocolat. On a sorti le premier EP il y a déjà 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et on a fait d'ailleurs un live hier sur Instagram là-dessus, où on a créé un morceau en live vraiment complètement. Donc voilà, pour pas te saouler et dire 15 000 projets, je dirais surtout cela. Et voilà. Voilà. Je vais te laisser alors conclure avec peut-être un mot de la fin et notamment présenter encore une dernière fois ton projet. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Ouais. Donc voilà, donc moi c'est Abraham, Tête dans les nuages, premier EP, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, qui est disponible aussi sur Bandcamp, sur mon Bandcamp, où il y a du coup plus de projets de ce que j'ai fait avant, puisqu'il y a aussi les projets Tismé, il y a aussi mon SoundCloud, donc SoundCloud c'est Tismé Beats, Tismebeats, voilà. Le Bandcamp c'est Abraham Tismé, Abrahamtisme, voilà. Et là-dessus on peut retrouver des choses que j'ai fait avant. Et puis les clips sur YouTube, et puis voilà, on continue, hein, on essaye de travailler là-dessus, on essaye de trouver des façons alternatives de travailler aussi les projets en ces périodes particulières. Et puis voilà, écoutez si ça vous intéresse, et puis voilà, tout pour m'intéresse en tout cas. Voilà. En tout cas, je conseille fortement au public parce que c'est une belle grande découverte que je fais ici, le magazine aussi. Et franchement, je te souhaite toute la bonne continuité et tout le grand succès que tu puisses connaître. Et merci beaucoup. Vraiment, de continuer à prendre soin de toi en cette période assez particulière, comme tu le dis bien. Merci toi aussi. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup. Douce mélodie me berce et part de moi se sent enfermé. Avant ma sève bouillonnait pour que je me lève. À présent je me sens exténué quand je déserte mes rêves. L'été a fui et l'automne me déshabille. Peu de temps avant que l'hiver ne me